Bien. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. L'audition de ce jour est enregistrée, est diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur Gallois, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible d'une peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas de lien puisque je suis à la retraite, mais j'ai eu beaucoup de liens avec, dans ma vie administrative d'une part et ma vie de chef d'entreprise ensuite. J'ai présidé quatre sociétés et le conseil d'assurance d'une cinquième qui toutes avaient des relations avec l'État et qui étaient plutôt des grandes entreprises. Donc voilà ce que je peux dire. Mais je ne suis plus opérationnel depuis 2021 lorsqu'il s'agit de PSA. Et 2012 s'il s'agit de ADS Airbus. D'accord. Voilà. On soulignera tout de même que vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Oui. Voilà. Comme coprésident de la Fabrique de l'Industrie, je ne reçois pas beaucoup de subventions, non. Je pourrais le regretter d'ailleurs. Bien, nous allons poursuivre. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons jugé utile de vous entendre aujourd'hui, compte tenu de votre riche expérience professionnelle, dont je présenterai un rapide aperçu. Vous avez notamment exercé des fonctions en administration centrale, puisque vous avez été directeur général de l'industrie au ministère de la Recherche et de l'Industrie ministérielle entre 1982 et 1986, avant de diriger plusieurs entreprises emblématiques, comme la SNECMA en 1989, puis Aérospatiale en 1992 et la SNCF en 1996. De 2007 à 2012, vous avez été présidente du comité exécutif de ADS. En l'absence de définition juridique en droit interne, quel devrait être, selon vous, le périmètre des aides publiques aux entreprises? Quel regard portez-vous sur les aides publiques aux entreprises aujourd'hui? Leur lisibilité est-elle assurée? Sont-elles bien ciblées? Au cours de votre carrière, avez-vous identifié des aides publiques qui ont eu un rôle déterminant dans les projets des entreprises que vous avez dirigées? Nous vous proposons d'organiser cette audition en 3 temps. Vous apporterez des réponses à ces différentes questions dans un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Puis, Fabien Gay, notre collègue rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur Gallois, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de m'accueillir dans votre commission d'enquête sur un sujet que j'ai, comme vous l'avez rappelé, que je fréquente depuis 1982. C'est-à-dire que c'était il y a bien longtemps. Et que j'ai fréquenté jusqu'en 2021, puisque c'est à ce moment-là que l'État a apporté à PSA une aide significative pour la construction d'une usine de batteries, dont je parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Alors, vous m'avez interrogé sur le périmètre des aides publiques. J'ai fait
voyant cette question, je me suis plongé dans la littérature et j'ai vu un nombre considérable de définitions différentes. Il y a celle de l'Inspection générale des finances, qui devrait faire foi, mais celle de France Stratégie n'est pas la même. France Stratégie a même 4 périmètres, définit 4 périmètres, le premier est à 139 milliards, le quatrième à 223 milliards. L'inspection des finances est à 88 milliards pour l'État et la sécurité sociale, en excluant les aides des collectivités territoriales. Et je pense les aides européennes, mais je n'ai pas vérifié ce point. Personnellement, je pense que ça n'empêche pas de juger les aides publiques. Cette définition de périmètre variable, il faut en prendre une. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça oblitère le débat sur les aides publiques, qui peut être de deux natures. La première nature, est-ce qu'elles sont trop importantes, globalement, sur le plan macroéconomique? Elles sont élevées en France. Et habituellement, on dit qu'elles sont élevées parce qu'elles compensent des prélèvements également élevés. Et d'ailleurs, Rexecode, qui est un think tank concurrent de celui que je préside, a fait, concurrent, mais nous avons des relations amicales, a fait une étude qui est intéressante, qui est le prélèvement net, c'est-à-dire le prélèvement sur les entreprises déduit de toutes les aides reçues. C'est celui qui règle le problème, par exemple, des baisses des impôts de production ou des allègements de charges sociales dont on ne sait pas s'il faut les mettre dans les aides ou pas. Là, elles y sont du côté des prélèvements. Alors les chiffres de Rexecode mériteraient d'être validés, je trouve, parce que je trouve cet indicateur intéressant. Et je pense que l'inspection des finances ou la Cour des comptes pourrait valider ces chiffres. Alors, je vous les donne à titre d'information, je ne les ai pas validés moi-même. Le record de prélèvement net, c'est la Suède, avec 13,8% du PIB. La France arrive en deuxième position avec 10% du PIB. L'Espagne est à 8,5%, l'Italie est à 8% et l'Allemagne est à 7%. Encore une fois, je vous donne la source et je ne suis pas capable de valider. Rexecode est un think tank sérieux, mais je pense qu'il serait bien qu'il y ait une évaluation de l'État, faite par l'État, sur ce point. Ça, c'est le premier indicateur. Le second indicateur, c'est intéressant. Le second élément, c'est que il y a un discours que je peux admettre qui est beaucoup de prélèvements, mais beaucoup d'aides. Même si le solde est ce que je vous ai indiqué. Ça a des avantages, beaucoup de prélèvements et beaucoup d'aides, et ça a aussi des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet des politiques publiques, puisque à travers les aides, l'État peut orienter vers des technologies nouvelles ou au contraire soutenir des secteurs en difficulté. Donc on peut dire des aides importantes, c'est un instrument utile. Ça a un effet négatif, c'est que, évidemment, en face, si vous avez des prélèvements importants qui conduisent les entreprises à des stratégies d'évitement de ces prélèvements. Et donc, et d'autre part, pour les entreprises, et là je parle en connaissance de cause, même si les grandes entreprises sont loin d'être les principales victimes de cela, mais ça entraîne un fonctionnement bureaucratique de préparation des dossiers d'aide considérable. J'avais l'habitude de dire, un dossier d'aide régionale, c'est cette épaisseur, un dossier d'aide nationale, c'est cette épaisseur, et un dossier d'aide européenne, c'est cette épaisseur. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement bureaucratique qui est associé au fait que les aides soient importantes par rapport
même si elle compense des prélèvements importants. Voilà ce que je peux dire sur la première question. Sur les aides, sont-elles trop importantes, pas assez importantes? Ça, c'est un jugement que chacun peut avoir. Le prélèvement de dette en France est quand même très significatif. Et mais on ne peut pas faire la critique des seules aides, du seul volume des aides, si on ne regarde pas aussi du côté des prélèvements. Voilà, ça c'est la première chose. Sur la lisibilité des aides, elle est médiocre. On a recensé 2000 dispositifs d'aide en France. 2000. 600 au niveau national. Les autres étant au niveau régional, chaque région ayant ses systèmes. 600 dispositifs. Là aussi, les grandes entreprises sont avantagées parce qu'elles ont des équipes qui leur permettent d'identifier ces aides. Pour une PME, pour une entreprise même de taille type ETI, comme on dit, de taille intermédiaire, c'est considérable. Les PME sont perdues, sauf celles qui ont vraiment une cible très très précise. Les ETI y accèdent, mais c'est une charge lourde pour elles. Les grandes entreprises sont mieux équipées, incontestablement. Mais je pense que on ne peut pas se satisfaire d'un système où il y a 600 dispositifs d'aide qui sont d'une extrême variété. Il y a de tout là-dedans. La lisibilité, c'est presque le corollaire, mais pas uniquement, c'est qu'elle est relativement faible, au moins pour certaines des aides. Moi, j'ai un exemple qui me concerne personnellement, c'est le CICE, puisqu'il est issu d'un rapport que j'avais pondu sur la compétitivité. Alors, je n'avais pas proposé le CICE, j'avais proposé un allègement de charges sociales. C'est ce à quoi, d'ailleurs, on est revenu par la suite. Et le CICE, il y a marqué crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Deux objectifs qui ne sont pas toujours complètement convergents. Pour moi, l'allègement des charges sociales tel que je l'avais prévu dans mon rapport était clairement orienté vers la compétitivité. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé des allègements jusqu'à 3,5%, 3 fois et demi le SMIC, parce que la principale, ça présentait deux avantages. Le premier, c'est que plus on monte, plus l'industrie est touchée. Je cherchais à toucher l'industrie parce que l'industrie a peu de gens au SMIC. L'industrie a externalisé une grande partie des métiers qui sont au SMIC. Et deuxièmement, c'est sur les tranches supérieures entre 3 et 4 fois le SMIC que le désavantage compétitif de la France est le plus fort, parce que dans les autres pays, et notamment en Allemagne, il y a un plafonnement des charges sociales qui intervient et qui fait que pour Airbus, par exemple, mais d'autres entreprises, j'ai pu le vérifier dans d'autres entreprises, un cadre qui gagne 4 fois le SMIC coûte 30% plus cher en France qu'en Allemagne. Et moi, j'avais des postes équivalents, puisque Airbus est dans les deux pays et fait des activités extrêmement proches. Donc, vous pouvez comparer parfaitement 30% d'écart. Et c'est pour ça que j'avais proposé cela. Ce n'est évidemment pas pour créer de l'emploi. Il n'y avait pas de problème d'emploi pour ces gens-là. Évidemment pas pour créer de l'emploi. C'était une démarche que j'estimais nécessaire de compétitivité. La clarté, je redirais, la clarté des objectifs est absolument, et j'allais dire la simplicité, si le terme est adapté, des objectifs est absolument essentielle si on veut que cela soit efficace.
On va reparler, je pense, de la conditionnalité des aides, donc je n'en parle pas à ce stade. Est-ce qu'elles ont eu un rôle? Est-ce que j'ai des exemples de rôle déterminant? Oui, oui, j'en ai plusieurs, évidemment, qui ne touchent pas d'ailleurs des aides stricto sensu, mais des systèmes de soutien. On ne peut pas lancer un avion. Airbus ne peut pas lancer un avion s'il n'y a pas un système, s'il n'est pas mis en place un système d'avance remboursable. C'est-à-dire que l'État avance et Airbus rembourse en fonction des ventes des avions avec un taux d'intérêt. C'est pas de l'avance gratuite. Ce n'est d'ailleurs pas considéré comme une aide. Et nous sommes battus à l'OMC parce que les Américains nous attaquaient en considérant que c'était une aide. Et nous sommes battus à l'OMC pendant 12 ans sur ce sujet. Mais c'est clair que lorsque j'ai fait adopter par le conseil d'administration d'Airbus, EADS de l'époque, le lancement de la 350, qui est un programme grosso modo à 15 milliards d'euros, hein, pour arriver à faire voler le premier avion, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu du côté français et du côté allemand un système d'avance remboursable. Bon, là, c'est clair que l'influence de l'État est forte. Alors, à la fin de ma carrière, j'évoquais l'usine de batterie. J'ai horreur du terme gigafactory, donc je dis usine de batterie, qui est construit dans le consortium créé par Total Énergie et PSA, auquel s'est associé Mercedes, construit dans le nord de la France, a fait l'objet d'une aide significative de l'ordre de 20% du montant de l'investissement, qui a été approuvé à Bruxelles parce que c'était dans le cadre d'un programme d'intérêt européen. Là également, l'usine de batterie n'aurait pas été possible. Je précise qu'aux États-Unis, la subvention pour cet investissement est de 40%, exactement le double. Bon, donc je pense que Vercor, qui construit son usine de batterie à Dunkerque, bénéficie du même traitement. Je ne peux pas le vérifier, mais je l'imagine. Et il y a un cas qui prête plus à débat, c'est le crédit d'impôt recherche. J'en suis un très ferme défenseur. Peut-être parce que c'est quand j'étais directeur du cabinet du ministre de la Recherche et de la Technologie qu'il a été lancé. Alors, c'est peut-être par attachement historique. Mais on dit qu'une entreprise comme Airbus ne fait pas plus de recherche à cause du crédit d'impôt recherche. Et je considère que c'est exact. La question, c'est qu'elle le fait en France et pas en Allemagne. Si l'essentiel du bureau d'études d'Airbus est encore en France, c'est parce qu'on y trouve des conditions compétitives en termes de coûts en France. Et le crédit d'impôt recherche participe de cet élément de manière décisive. Parce que, comme je disais, dans les bureaux d'études, nous avons des ingénieurs qui sont payés 3 à 4 fois le SMIC. Et c'est là où l'écart avec l'Allemagne est le plus significatif. Et le crédit d'impôt recherche permet de combler cet écart. Encore une fois, ce n'est pas à cause de ça qu'on va lancer ou on ne va pas lancer un avion. Les avances remboursables étaient plus opérationnels pour ça. Mais c'est clairement un élément qui fait que la recherche se fait en France, ne se fait pas ailleurs. Ça, c'est pour les grandes entreprises. Ça a un effet beaucoup plus stimulant pour le volume de recherche sur l'ensemble du tissu industriel, hors ces grandes entreprises. Et lorsqu'on regarde
c'est une analyse que nous avons faite précisément, lorsqu'on regarde entreprise par entreprise en Europe, il n'y a que les entreprises suédoises qui fassent plus de recherche que les entreprises françaises. Alors, le volume n'est pas considérable parce que l'industrie française n'est pas considérable. Comme la base de l'industriel de la France, c'est un petit 10%. J'aime pas dire 9,5 parce que je trouve qu'on franchit une barrière, donc j'ai un petit 10%. Évidemment, et en plus, nous ne sommes pas sur des secteurs particulièrement orientés vers des activités technologiques supportant un gros effort de recherche. Mais si vous prenez une entreprise moyenne française d'un domaine particulier, que vous la compariez avec la même entreprise en Allemagne et la même entreprise en Suède, il n'y a qu'en Suède où il y a plus de recherche qu'en France. Et je pense que le crédit d'impôt recherche n'y est pas pour rien. Cette analyse n'a jamais été faite. Et je pense que c'est regrettable lorsqu'on analyse ce mécanisme. Voilà ce que je voulais dire en guise de premier propos. Merci, Monsieur Gallois. Je vais sans tarder laisser la parole à notre rapporteur, Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gallois, pour vos propos introductifs, extrêmement intéressants. Moi, je pense que vous avez raison sur une question, c'est qu'il nous faut regarder le delta entre ce qui est demandé aux entreprises, dont d'ailleurs c'est du salaire différé pour beaucoup, pas des charges, mais des cotisations sociales, et les aides aux entreprises. Je parle de cotisations sociales, j'ai appris à ne pas parler de charges sociales, vous savez. Non, mais... J'ai une grande expérience dans ce domaine. Pas grave, c'est toujours bien de le rappeler. Parce que la question de la cotisation sociale permet, après, d'avoir le net, vous avez raison. Mais après, j'ai noté, donc la Suède est plus que nous, et nous avons un prélèvement un peu plus élevé, net, que l'Italie et l'Allemagne. Mais après, je pense que ce qui est important de regarder, c'est après le modèle social. Parce qu'on ne peut pas, une fois qu'on a le chiffre net, je pense qu'en France, nous avons des services publics, même si on peut débattre, mais qui répondent à un niveau d'éducation assez élevé, à un niveau de système de santé, la question des transports. Enfin bon, il y aurait tout à regarder assez finement. Et je pense que nous pouvons être fiers de notre modèle social, qui permettent à chacune et chacun, malgré des difficultés, et malgré le fait qu'il faudrait les renforcer, de permettre à chacune et chacun d'évoluer dans la vie. Mais moi, sur la question, vous l'avez dit peut-être en deux temps, si vous le permettez, Monsieur le Président, parce que poser 4 questions d'affilée, peut-être 2. La première, c'est est-ce que vous êtes opposé ou favorable à la présence systématique de contreparties aux aides publiques versées aux grandes entreprises? Ça, c'est ma première chose. Et la deuxième, c'est est-ce que vous considérez aujourd'hui que le suivi, le contrôle et l'évaluation des aides publiques aux grandes entreprises vous semblent satisfaisants? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur la question du contrôle et, j'ai même envie de dire, potentiellement de sanctions? J'en viens parce que nous avons déclenché cette commission d'enquête dans le climat social dans lequel nous sommes, M. Gallois, avec plus de 300 plans de licenciement, comme on appelle des plans de sauvegarde de l'emploi, 300 000 emplois menacés dans l'industrie, mais pas que, et dans beaucoup d'autres domaines, et ça touche l'ensemble des territoires, notamment là où nous évoluons en tant que sénateurs ou sénatrices. Et il y a une question. Êtes-vous ou pas favorable ou opposé au fait qu'on verse de l'argent public à une entreprise qui licencie et qui en même temps verse des dividendes? Voilà. C'est une question. Voilà. Et après, j'aurai une deuxième courte. Je vous remercie. Sur le modèle social, peut-être qu'on peut revenir. Je considère que vous ne m'avez pas posé la question, donc, mais si vous me la posez, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, si vous me la posez, je vous dirai ce que j'en pense.
il n'y a pas de miracle. Il faut que quelqu'un paye ce modèle social. Et moi, j'y suis aussi attaché. J'ai dirigé une entreprise service public de bonne taille, qui est la SNCF. Donc, je sais quels en sont les besoins. Je sais aussi quelles en sont les capacités humaines et techniques. Donc, la question est de savoir qui paye. Est-ce que c'est le contribuable? Est-ce que ce sont les entreprises? Et quel équilibre on trouve entre les deux? Je considère que le compromis de 1945, où la capacité contributive des contribuables était faible, et qui a déporté donc sur les entreprises une partie de la prise en charge du modèle social, doit être au moins interrogé. Je trouve qu'il y a des éléments clairs. Pour le chômage, les entreprises doivent être mises à contribution. Pour les retraites, également. Pour la maladie, c'est moins net. Et pour les allocations familiales, c'est pas net du tout. Il faut quand même qu'il y ait un lien avec l'entreprise. Et encore une fois, je ne propose pas qu'on baisse les prélèvements obligatoires. Il s'agit de savoir où on les applique. Moi, je constate que les marges des entreprises en France, globalement, je ne parle pas des marges de certaines d'entre elles, sont plutôt inférieures aux marges des entreprises des autres pays européens. Cela se traduit inévitablement par le niveau d'investissement de ces entreprises. Donc, il faut se poser la question de savoir qui paye. Et quand vous voyez les entreprises allemandes, quand il y a le plafonnement des charges sociales, ça se traduit par le fait que les particuliers doivent se compléter. Parce que il y a moins de cotisations sociales payées par les entreprises, mais le modèle social allemand, qui n'est pas mauvais, coûte de l'argent, et donc c'est le contribuable qui paye. Et je pense qu'il faut quand même que... c'est un débat qui mérite d'être mené. Pareil, par exemple, sur le coût de l'énergie. Je vois en Allemagne, où la politique énergétique n'a pas été un succès fou, à la suite des affaires ukrainiennes, le prix de l'énergie globalement est élevé. L'Allemagne a mené une politique qui consiste à faire payer l'électricité plus cher par les particuliers et moins par les entreprises. Tout ça peut être discuté. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une chose ou l'autre. Mais c'est vraiment le type de débat qui me paraît important de savoir qui paye. Et encore une fois, notre modèle social, j'y suis autant attaché que vous. Je pense que l'éducation, les transports, la santé, c'est une des richesses de l'Europe que d'avoir cela dans son modèle social, et la France en particulier. Si vous me permettez, M. Gallois. Bon, de toute façon, on fera une deuxième commission d'enquête sur le modèle social hérité d'un compromis entre le capital et le travail. Mais revenons. Mais non, mais c'est intéressant parce que tout est lié. Et vous faites de la politique, au sens noble du terme, ce qui m'intéresse. Le modèle, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas asseoir tout sur le travail. Donc la question, mais la question est, si on parle des contribuables, qui sont les mêmes que les travailleurs et les travailleuses, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas de justice face à l'impôt. C'est ça la question. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il faudrait une réforme fiscale, mais sur ce point, revenons aux aides publiques. Est-ce que vous êtes sur les contreparties? Ouais, exactement. Voilà, et revenons sur ça. Et l'année prochaine, on refait Monsieur Fargeau fera une commission d'enquête sur le modèle social. Juste un mot. Je pense que
la justice fiscale est un sujet en soi et qui est lié à ce que vous dites, à ce qu'on se dit. Bon, sur les contreparties, les aides ont des objectifs. J'essaye de ne pas prendre des cas particuliers parce que je ne voudrais pas me brouiller avec quelques-uns de mes amis, mais je prends au hasard un fabricant de pneus sans l'identifier. Bon. Ce fabricant de pneus fait des pneus utilitaires pour véhicules utilitaires. Il a en face de lui des importations chinoises à 30% moins cher arrivées au port du Havre. 30% moins cher. Donc il est nettoyé parce qu'il ne peut pas s'aligner. Il prend des décisions qui ne sont pas obligatoirement des décisions agréables. Je crois qu'il les prend de la manière la plus acceptable possible. Et il va verser des dividendes. Et je ne trouve pas ça scandaleux qu'il verse des dividendes, parce que pendant ce temps-là, il faut qu'il puisse investir, il faut qu'il puisse faire appel au marché des capitaux. Et oui, c'est le fonctionnement du système capitaliste, ça. Donc, dès lors qu'il fait ça avec modération. Alors, ne me parlez pas de rachat d'actions, je suis extrêmement réservé sur les rachats d'actions. J'estime que c'est une perversion du système. Mais... Bon, donc je dis que c'est une affaire compliquée. Je suis sûr que ce fabricant de pneus a reçu du crédit d'impôt recherche. Il est possible d'ailleurs que pour développer un nouveau centre de recherche, il ait eu des subventions régionales. J'en sais rien. Hein. Imagine. Donc c'est une affaire compliquée que celle que vous évoquez, celle des contreparties. Moi, je pense qu'en tout cas, une chose est claire, il faut que ça soit clair au départ. Il ne faut pas que ça lui tombe dessus une fois que les affaires sont engagées. C'est-à-dire, vous avez une aide, à ce moment-là, on fixe les conditions dans lesquelles l'aide est accordée. Et on ne revient pas dessus. Ce n'est pas possible de gérer l'entreprise si on revient dessus. Si vous souhaitez mettre des conditions d'emploi, ce que je ne recommande pas, conditions de fermeture de site, c'est différent, mais conditions d'emploi, ce que je ne recommande pas, mais bon, on peut l'imaginer. Il faut que ce soit prévu au départ. Il faut que ce soit prévu au départ. Et que l'entreprise sache dans quoi elle s'engage quand elle demande l'aide et qu'elle la reçoit. Ça me paraît essentiel. Et moi, je suis quand même pour quelque chose qui soit assez simple. Qui ne soit pas une usine à gaz que personne n'arrivera à gérer. Parce qu'il faut tenir compte aussi du fait qu'une entreprise va recevoir des aides pendant 4-5 ans et que pendant ce temps-là, la vie continue. C'est-à-dire que l'entreprise a une existence qui peut l'amener à des hauts et des bas. Alors il faut faire le départ entre ça et ceux qui en abusent. Et il y en a qui en abusent. Là, je ne citerai pas d'exemple, même si j'en ai à l'esprit. Mais je pense que il faut faire... Il peut y avoir, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des sanctions. On m'avait demandé si je connaissais des entreprises qui avaient été sanctionnées. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai pas d'exemple à l'esprit d'entreprises qui étaient sanctionnées parce que j'ai des exemples d'entreprises où l'aide s'est arrêtée parce que l'investissement ne se faisait pas. Il faut savoir que dans les aides aussi, il y a une part de prise de risque, surtout quand ce sont des aides à des petites entreprises. Il se trouve que je suis au conseil de surveillance d'une start-up qui a reçu des aides pour partir dans cette technologie. Je ne suis pas du tout sûr que cette entreprise va prospérer dans l'avenir. Elle peut se casser la figure.
Et la vallée de la mort, c'est une réalité pour ces entreprises. Quand elles commencent à industrialiser les processus et qu'elles ont besoin d'argent. Donc il y a une prise de risque. Mais je crois en tout cas qu'il faut que les choses soient simples, n'empêchent pas l'entreprise de vivre et soient surtout prévues à l'origine. Et que ça soit des indicateurs transparents, que tout le monde puisse vérifier, que ce ne soit pas des sentiments. C'est ça qui est très important. D'ailleurs, c'est le seul moyen d'avoir un contrôle. Alors, vous m'avez interrogé sur le contrôle. À mon avis, il est faible. Comment voulez-vous qu'on contrôle 2000 dispositifs d'aide, 600 de la part de l'État, qui sont attribués à des dizaines de milliers d'entreprises, grandes ou petites? L'appareil administratif n'y suffit pas. Donc je pense que le contrôle est faible. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des choses extrêmement simples à contrôler. Simple. Encore une fois, ça ne veut pas dire simpliste. Ça veut dire que des choses claires, précises, chiffrées, qui permettent de contrôler. Sinon, ça ne marchera pas. Mais pour ça, comme vous l'avez dit, moi je le retiens, c'est qu'il faut que les conditions simples soient basées depuis le départ et que le contrôle porte sur ce dont on a parlé au départ, sur les conditionnalités. Et si je veux prendre un exemple, quand on investit, quand on subventionne une société pour faire de la recherche, il faut que la recherche soit faite. Il faut que la recherche soit faite, mais on ne va pas aller non plus la titiller sur le fait qu'elle distribue des dividendes et qu'elle délocalise en même temps ou qu'elle licencie à un moment. Ça ne fait pas partie des conditions de départ. Si elle délocalise sa recherche, ça pose un petit problème. Voilà, non mais je parle de l'instant où la recherche est bien faite et faite en France. Parce que c'est ça qu'on subventionne. Il y a des cas de délocalisation de la recherche qui ont accompagné le crédit d'impôt recherche. Là, non mais je voulais bien comprendre ce que vous m'avez dit. Voilà. Fabien, je crois que tu en... La dernière. C'est assez éclairant et je vous remercie de vos propos parce que si c'est le sentiment que nous avons, mais on est au tout début de nos travaux, mais c'est qu'il y a d'abord et parfois et souvent un débat politique où on annonce des conditions, voilà, je vais revenir sur mon exemple très précis, puis après on voit que quand on le décline dans le réel, en fait les conditions sont très floues, où il n'y en a pas. Et donc, s'il n'y en a pas et qu'elles sont mal cadrées, comme vous le dites, après, difficile d'évaluer, impossible de contrôler et ça rend impossible la sanction. Moi, justement, pour moi, l'exemple éclairant, c'est le CICE, dont vous êtes le père, si je peux m'exprimer. Mon enfant était dévoyé. Voilà. Mais en tout cas, vous en êtes un des co-auteurs, si je veux. On se rappelle le débat qu'il y avait, Pierre Gattaz, alors patron du MEDEF, 1 million d'emplois, toute la question autour de la compétitivité de l'emploi. Et après, quand on regarde le réel, le dernier rapport de France Stratégie, donc c'est plutôt qu'il le dit lui-même, il dit « Les résultats restent conformes aux conclusions des années précédentes. Un fort effet emploi est trouvé chez le quart des entreprises les plus bénéficiaires du CICE, mais qui ne représentent qu'un 1/8 des effectifs. Mais rien de significatif chez les autres. L'effet total reste estimé à 100 000 emplois. Donc, vous voyez, on était dans l'objectif d'1 million, donc 100 000 emplois, ce qui est faible, rapporté au coût du CICE, de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2016. Donc, c'est-à-dire qu'on a subventionné un emploi à hauteur de 180 000 euros. C'est ça le réel. Donc, je sais que les salaires sont très élevés en France. Donc, voilà, ma question est... comment on peut éviter cela, et c'est-à-dire que mettre en adéquation les déclarations politiques, quels que soient les gouvernements, avec des dispositifs les plus simples possibles, qui, de fait, si on dit on veut sauvegarder l'emploi, ou en créer, ou la question des sites, comment on rend les choses le plus nettes possible et comment on les évalue au mieux possible. Voilà, je vous remercie. Sur le CICE, je ne peux pas partager votre jugement. Parce que je ne partage pas celui de France Stratégie que j'ai lu comme vous. France Stratégie a examiné le CICE sous le seul angle de l'emploi. Or, je l'avais proposé sous le seul angle de la compétitivité.
Et l'erreur fondamentale a été celle-là. On a appliqué un dispositif qui était prévu pour la compétitivité, qui s'est traduit par la relance de l'investissement industriel quand même. Moi, j'ai pu voir les effets. Si jusqu'à la mi-2024, nous avons arrêté la désindustrialisation du pays, si on a été capable d'avoir plus d'usines qui se créaient que d'usines qui fermaient, si on a eu une légère reprise de l'emploi industriel en 2022 et 2023, c'est parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises et le CICE en fait partie, c'est la première et c'est la plus importante. Donc moi, je considère que le CICE, sur le plan de la compétitivité, a joué son rôle pas assez. Et c'est très difficile à évaluer. C'est pour ça qu'il ne l'évalue pas. Ah oui, parce qu'il dit que, contrairement à l'emploi, la question de la compétitivité est impossible, en réalité, à analyser, à évaluer. Mais je suis d'accord sur ce point, c'est extrêmement difficile à quantifier. Mais sur le plan de l'emploi aussi, je pourrais dire la même chose. Est-ce que le Covid est intervenu entre les deux? Bon, il a eu un effet sur l'emploi, on le sait bien. Donc, dire ça coûte 180 000 euros pour un emploi, c'est dire une chose qui ne correspond pas à l'objectif du dispositif qui était mis en place. Oui, oui, mais c'est une. Vous avez raison sur ce plan. C'est celui qu'on peut évaluer. Et encore. Et encore. Merci, au moins sur ce point. Merci. Et encore. Merci, Monsieur Gallois. Merci, Fabien. Je vais donner la parole aux membres de la commission d'enquête. J'ai une sollicitation de Jérôme Darras. Et on va faire, si ça ne vous dérange pas, Monsieur Gallois, deux intervenants à la fois. Jérôme Darras et Solange Nadi. Merci, Monsieur Gallois, pour cet exposé introductif synthétique, mais néanmoins très clair et précis. Vous avez rappelé votre rapport sur la compétitivité française et évoqué avec Fabien Gay donc l'une des mesures que vous aviez préconisées, le choc de compétitivité, le CICE dans un premier temps, les allègements de charges aujourd'hui. Je voulais poser la question que vient de poser Fabien, c'est-à-dire aujourd'hui, avec le recul, quel regard portez-vous sur ce dispositif et voyez-vous des moyens de l'améliorer ou d'en améliorer l'efficacité? Par ailleurs, dans ce même rapport, vous préconisiez d'autres mesures, lesquelles, selon vous, il serait intéressant aujourd'hui de développer. Moi, je me souviens en particulier de votre proposition de Small Business Act. Est-ce que dans ce domaine, vous avez en tête des propositions plus précises de manière à favoriser le développement, la compétitivité, en particulier des petites entreprises, qui revient éventuellement à la question du ciblage des aides et de leur contrôle? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gallois, merci pour vos premiers propos. Solange Nadi, sénatrice de la Guadeloupe, moi je veux venir sur un problème qui est actuel dans nos territoires ultramarins, la vie chère. Un grand groupe vient de publier ses bénéfices sous la pression de la rue, alors que je pense que l'État était bien au courant. Ce grand groupe bénéficie de beaucoup d'aides publiques. Vous parlez de quel groupe? J'ai pas compris de quel groupe. J'ai pas nommé le groupe. Ah, vous n'avez pas nommé le groupe? Non, volontairement, j'ai pas nommé le groupe. Je pense que vous allez voir tout de suite quand vous allez voir les difficultés en Outre-mer. Donc, ce grand groupe vient de publier ses bénéfices pour 2023. Ils sont ahurissants, ces bénéfices. Ce grand groupe bénéficie d'aides publiques dans le cadre de la continuité territoriale. Je pense que l'État était au courant, mais c'est sous la pression de la rue que ce groupe publie ses bénéfices, puisqu'il ne publiait pas certains de ses bénéfices. Le ministre d'État, Manuel Valls, appelle à ses côtés un conseiller qui était là il y a à peu près une dizaine d'années. Et ce conseiller vient de déclarer qu'il était parti parce qu'il avait des pressions de certaines entreprises. Moi, j'aimerais vous dire, dès le début, il me semble que toute aide publique est conditionnée
à des résultats et qu'on puisse contrôler ces résultats. Je ne vois aucune aide publique dans le contrat, en fait, excusez-moi l'expression, qu'il n'y ait pas de moyen de contrôler si l'aide permet au territoire, aux habitants de bénéficier d'un apport, puisqu'il s'agit d'aides publiques. Donc moi, j'aimerais vous demander, est-ce que ces aides publiques, on peut, dès le début, conditionner cette aide publique à des résultats dans certaines conditions et ne pas après vérifier l'efficacité, l'efficience de cette aide publique? Merci. Monsieur Gallois, je vous laisse répondre aux deux intervenants. Merci. Merci. Monsieur Darras, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 2012 et que donc un rapport, ça vieillit. Alors il se trouve que pour des raisons historiques, j'ai été amené à le relire récemment parce que je l'avais un peu perdu. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont été... qui seraient intéressantes de poursuivre et de développer. Mais je crois que les échéances que nous avons devant nous demandent d'aller beaucoup plus loin. Nous sommes, l'Europe tout entière, et la France en particulier, va être pris dans une sorte d'étau entre ce que j'appelle le rouleau compresseur chinois et la pompe aspirante américaine. Le rouleau compresseur chinois, c'est-à-dire les surcapacités créées en Chine, largement à coût de subvention, qui font que les produits chinois vont naturellement à l'exportation, et s'ils ne vont moins en Chine, ils vont venir plus en Europe. Et la pompe aspirante américaine, parce qu'aux États-Unis, la fiscalité des entreprises est plus basse, parce que l'énergie est 3 à 5 fois moins chère, parce qu'il y a des droits de douane, il risque d'y avoir des droits de douane qui favorisent la production aux États-Unis, et que donc les États-Unis deviennent un site extraordinairement attractif pour les entreprises. Et l'Europe, elle est là-dedans. Et elle a un retard massif dans l'innovation, que le rapport Draghi a remarquablement mis en exergue. Sur les industries de demain, donc, je pense qu'il faut aller très au-delà. Il faut des politiques publiques au niveau national et au niveau européen beaucoup plus ambitieuses sur le plan de l'innovation, sur le plan des compétences et sur le plan de l'énergie. Je crois que c'est les trois. Sur le plan de l'innovation, parce que l'effort de recherche que nous faisons est insuffisant. Nous sommes à 2,2% du PIB en recherche. Il faudrait que nous soyons à 3. Je rappelle qu'un pays comme la Corée est à 4,5. Et on voit ça dans la production d'innovation européenne. Elle est faible et surtout, elle ne porte pas sur les technologies les plus de rupture. Les compétences, parce que nous avons un problème de compétences à tous les niveaux en France. Ça concerne l'enseignement lui-même, les mathématiques, les lycées professionnels, qui sont essentiels. Un tiers des enfants passent par le lycée professionnel. Il est absolument essentiel que ça soit une voie choisie et pas une voie subie comme elle l'est actuellement. La formation continue, parce que les nouvelles technologies vont débarquer dans les entreprises et c'est le personnel actuel de ces entreprises qui va devoir s'en saisir. Donc il faut le former à cela. Il y a un énorme effort de compétences. Et l'énergie, parce que 2 pays ont failli. L'Allemagne, qui a cru que l'énergie serait ad vitam aeternam bon marché en venant de Russie, et la France, parce qu'elle n'a pas produit de politique énergétique cohérente dans les 20 dernières années. Et
voilà les 3 grands chantiers que nous avons devant nous. On parle beaucoup du chantier de la dérégulation, de l'allègement de la bureaucratie. Je crois que c'est un chantier important. Mais les 3 chantiers majeurs, c'est cela. Alors, évidemment, quelques-unes des mesures que je proposais traitent de ces chantiers, mais il faut aller à le Small Business Act, oui, parce que moi, je pense que sur le plan, pour développer le tissu industriel des PME, il faut à la fois que ces PME puissent trouver leur marché, puissent trouver les conditions de leur existence, et en même temps qu'il y ait une dynamique territoriale. C'est la dynamique territoriale qui les anime. Et vous avez en France des territoires où il y a une forte dynamique territoriale. Et vous avez des territoires où il n'y a pas la même dynamique. Il est important de regarder pourquoi il y a une dynamique territoriale sur certains territoires et moins sur d'autres. Quand vous prenez la Vendée, par exemple, le bassin d'Oyonnax, le bassin d'Oyonnax, la mécanique vallée de Figeac à Decazeville, Rodez, Figeac, Decazeville, même si Rodez a son problème avec l'usine Bosch, vous avez des territoires qui sont bassin d'Alès, qui se redresse après les grandes difficultés qu'il a traversées. Il y a donc des territoires sur lesquels c'est ça qu'il faut arriver à dupliquer là où c'est plus difficile. Et ce n'est pas uniquement l'État, c'est l'énergie territoriale. C'est les élus locaux, c'est les chefs d'entreprise locaux, c'est les organisations syndicales, c'est le milieu académique, les écoles. C'est tout ça qu'il faut rassembler. Madame Nadine, je connais pas suffisamment la situation de la Guadeloupe pour en parler. Je peux assez bien comprendre que, enfin, je comprends même tout à fait qu'on ne puisse pas accepter que ce soit plus cher que la vie soit plus chère dans les territoires, dans les, je sais pas comment on appelle ça, l'outre-mer, que dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole. Donc, je ne dis pas que j'ai apprécié toutes les modalités de la lutte contre la vie chère, mais je pense qu'elle était, dans son fondement, légitime. Et que donc, nous avons collectivement, collectivité nationale, des devoirs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des conditions de vie plus chères à la Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion qu'en métropole. D'autant plus qu'on sait que ce ne sont pas des territoires riches et que donc la capacité financière des personnes n'est pas élevée. Et si les chefs d'entreprise en ont profité, ça mérite qu'on s'occupe d'eux. Mais je ne peux pas aller au-delà parce que je ne connais pas suffisamment le sujet. Moi, je ne suis pas... Je sais très bien que la vie ne peut pas être la même qu'en Hexagone, mais par contre, il y a des fuites avec les fonds publics et c'est cela que je dénonce. Oui. Donc, il faut un contrôle des aides publiques. C'est ça, en fait, que je souhaite dire à cette commission. Voilà, merci. Il est clair que l'État doit tirer les conséquences de ça. S'il y a des abus. Moi, je ne parlais pas d'abus. Je disais, il peut y avoir des circonstances qui obligent les entreprises à des choses désagréables. Mais quand il y a des abus, ils doivent être sanctionnés, c'est clair. Ce qui, quelque part, répond à la question, c'est vrai qu'on ne s'était pas étendu sur le sujet, du rapporteur tout à l'heure, quand il parlait de est-ce que vous êtes favorable à des sanctions et si oui, est-ce qu'on doit ne pas hésiter à taper, je vais utiliser l'expression, à taper fort? Les sanctions doivent être proportionnées. Pour que ça soit la sanction, en droit français, la sanction est proportionnée au délit. Au crime, je ne peux pas vous dire. J'estime que les sanctions doivent être de nature telle que les gens n'aient pas envie de recommencer, et d'autre part que ce soit quand même proportionné
aux abus qui ont été commis. Vous avez toute la gamme. Moi, je ne veux pas me prononcer. Je ne suis pas non plus pour qu'on coupe les têtes pour des motifs qui ne le mériteraient pas. Merci, Monsieur Gallois. Une question de Daniel Fargeot et Pascal Gruny. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Gallois d'être présent parmi nous aujourd'hui pour cette commission d'enquête. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur la vue que vous avez du CICE, un petit peu en décalage avec mon collègue et rapporteur Fabien Gay, mais on pourrait en reparler bien évidemment. Alors je voudrais aussi dire que, et je vous rejoins aussi sur un point très important, à savoir que la convergence de la mobilisation locale et de l'action publique est une des clés de la réindustrialisation de notre pays. Elle suppose que les acteurs locaux se sentent en confiance, qu'ils se sentent connus et reconnus et surtout soutenus. D'où les aides publiques, bien évidemment. Alors j'ai 3 questions à vous poser. La variété des aides publiques est plus que conséquente, vous venez de l'annoncer, avec plus de 2000 au niveau national. Alors ma question est de savoir si nous disposons aujourd'hui d'une évaluation suffisante sur le nombre et l'efficacité des aides publiques en France. Quels sont les principaux indicateurs utilisés? Et j'ai un début peut-être de solution à émettre plutôt qu'une sanction. Ne pensez-vous pas que les aides publiques versées aux entreprises devraient être déduites du résultat distribuable des entreprises? Au moins, on ne pourrait pas les reverser sous forme de dividendes. Deuxième question, quelles recommandations formuleriez-vous pour améliorer la gestion et le contrôle des aides publiques aux entreprises? Au-delà des contrôles, existait-il des obligations bénéficiaires à mettre en œuvre en termes de résultats à l'issue de la perception des aides publiques? C'est un petit peu dans le même schéma. Vous avez évoqué une contrepartie, donc pourquoi pas? Et enfin, pour revenir au CIR, le périmètre du CIR vous convient-il? Pourquoi je vous pose cette question, Monsieur Gallois? Je vais la préciser. Nombre d'entreprises étrangères bénéficient du CIR français. Certaines créent des entités en France pour justement recevoir ces crédits d'impôt recherche. Est-ce logique selon vous? Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gallois. Je suis là. Oui, pardon, excusez-moi, madame. Non, je vous en prie. ne vous voyais pas. Voilà, je suis cachée. Moi, alors, sur le CICE, ce que vous dites sur les objectifs à mettre au début et la simplicité surtout, parce que moi, j'étais directeur financier, j'ai travaillé en cabinet comptable, donc j'ai eu à mettre en place le CICE. Franchement, c'est toujours très compliqué. On ne savait pas trop comment on allait écrire les choses, surtout quand vous n'êtes pas dans l'augmentation de l'effectif, mais quand vous êtes dans le maintien de l'emploi. Là, c'est beaucoup moins facile. Et finalement, c'était une inscription en annexe de l'alias fiscal qui, pour moi, ne servait pas à grand-chose. Et donc, derrière, contrôle. Bon, voilà. Donc, je suis très à l'écoute de ce que vous avez dit. Moi, je voudrais vous parler plutôt des entreprises qui quittent nos territoires, qui amènent une colère terrible, qui ont bénéficié à un moment donné ou à un autre des aides. Et du coup, combien de temps, en fait, on décide de dire que les aides sont acquises? Parce que pour celui qui est salarié de l'entreprise, qui sait, en fait, qu'il y a eu des aides qui ont été versées à un niveau ou à un autre, c'est particulièrement, je dirais, ça les met en colère de se dire, ben voilà, ils s'en vont. En revanche, derrière aussi, moi je dis toujours aux délégués syndicaux, parce qu'à un moment donné, ils tirent la sonnette d'alarme auprès des élus particulièrement, de la préfecture bien entendu, c'est qu'ils arrivent toujours trop tard. Nous, on n'est pas dans l'entreprise. Et je trouve que les délégués syndicaux, en fait, à partir du moment où dans une grande entreprise, dans une filiale de grande entreprise, il n'y a plus d'investissement depuis 2 ans, 3 ans, il y a alerte. Voilà. C'est pour ça que la question que je pose, c'est la temporalité en fait de cette aide acquise, qui sera difficilement explicable peut-être pour ceux qui sont finalement dans la perte de leur emploi. Mais en tout cas, c'est important parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un cas concret dans mon département. Je suis dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne. Donc sur l'agroalimentaire, où on a une usine qui finalement est transférée en Pologne.
Voilà. Hein, mais depuis un certain temps, ils font la même fabrication en Pologne, et puis là maintenant, ils disent qu'on va faire en Pologne et plus du tout chez nous. Donc voilà. Merci. J'apporterai une toute petite précision par rapport aux deux questions qui ont été posées, parce que je pense qu'on a déjà abordé le sujet, mais je voudrais que vraiment on soit clair, parce que c'est important pour le rapport et pour le rapporteur notamment. À partir de quel moment on considère, je voudrais quand même vous prononcer là-dessus, parce que ça m'intéresse. À partir de quel moment on considère que le fait de verser des aides n'a absolument rien à voir avec le fait de sortir des dividendes, parce que l'objectif n'est pas le même. Verser des dividendes, c'est pas faire plaisir à des gens, c'est aller à la recherche d'investisseurs. Donc je voudrais que vous prononciez là-dessus. Et puis, on échangeait justement là en ce moment avec le rapporteur. J'aimerais que vous rappeliez vraiment la nécessité, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, de conditions d'octroi d'aide claires et définies. Est-ce qu'on évite à un moment de faire un rapport entre le versement d'aide et de la délocalisation, dès l'instant où ce n'est pas mentionné au départ? Et peut-être pouvez-vous appuyer le fait qu'il faut être très clair sur les conditions de versement et d'attribution des aides, et qu'on ne peut pas reprocher à une entreprise, quelle qu'elle soit, de faire certaines choses dès l'instant où elle a touché des aides, si ce n'est pas mis au départ dans les conditions d'attribution. Merci. Merci bien. Mais non, mais parce que c'est intéressant. Moi, je trouve que l'idée de notre collègue Fargeot, elle est intéressante. Parce que la question, je crois que personne ici, autour de ces tables, malgré nos différences politiques, n'est contre les aides aux entreprises. Personne. Même moi. Mais la question qui est posée, c'est qu'on voit bien qu'est-ce qui fait scandale. Et pas que ici, dans la société. C'est qu'une entreprise, reprenons votre cas par hasard, un constructeur de pneus. Un constructeur de pneus touche des aides publiques, dégage du bénéfice. Alors vous allez me dire oui, mais en France ou pas, il en dégage. Touche des aides, verse des dividendes et la même année licencie. Ça, que vous le vouliez ou non, c'est incompréhensible, et pour ma part aussi, par une majorité de gens. Donc la question de dire on donne des aides, mais on la déduit de ce qu'on peut verser en dividendes, comme ça on est sûr au minimum que l'argent public ne bénéficie pas, entre guillemets, en versement de dividendes, mais qu'il a été, au minimum, réintroduit en entreprise, investi dans la transition, dans les salaires, dans la formation, bon bref. C'est une idée, on l'a fait nôtre, donc elle reprend, vous voyez. La force d'une idée, c'est qu'elle devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Donc, en tout cas, c'est une piste à creuser. Voilà, je me permettais de rebondir sur le propos de notre rapporteur et de notre collègue. L'État a mis en place un dispositif qui s'appelle territoire d'industrie qui peut aider. Mais ce n'est pas pour moi l'essentiel. Je constate que, parce que je me suis beaucoup promené en France et j'ai beaucoup vu de monde, que ce que demandent les entreprises, c'est du foncier pour pouvoir s'installer, c'est des écoles pour les enfants des salariés, c'est du logement pour ceux qui vont venir sur place, c'est du transport, c'est-à-dire ce sont des services publics que nous évoquions tout à l'heure autour. Et moi, je pense qu'il faut qu'on invente un nouvel aménagement du territoire qui ne soit pas obligatoirement de dire à l'entreprise un tel, vous allez vous installer à tel endroit, parce que ça ne marche plus, mais qui fasse que l'on mette sur les territoires les conditions du développement des entreprises. Moi, j'ai vu un maire, je ne sais pas si je vais peut-être le trahir, mais le maire du Creusot, il m'a dit, moi j'ai un problème de logement de mes cadres. On n'arrive pas à les loger, les cadres, pour faire venir les cadres d'entreprise. Un autre se dit, moi j'ai
à Figeac, un problème, c'était la formation des gens. Il n'y avait pas les centres de formation. C'est-à-dire les centres d'apprentissage, toutes les structures qui permettent de former le personnel. Et ça, c'est la responsabilité de l'État ou des collectivités publiques. Ça peut être aussi la région. Et à mon avis, c'est beaucoup plus important que de dire on va donner un peu d'argent à chaque entreprise. Je crois que ça, c'est vraiment, ça coûtera beaucoup plus cher, mais je crois que c'est beaucoup plus important. Moi, comment vous voulez attirer une entreprise si tous les bureaux sont fermés, s'il n'y a plus, si à la SNCF il n'y a personne au guichet, ce qui arrive, si l'hôpital a fermé, etc. Si tout a fermé, vous ne pouvez pas attirer d'entreprise. Donc je pense que là, il y a un gros effort sur l'aménagement du territoire. Les aides déduites des résultats distribuables, c'est pas mal. Pourquoi pas? On les neutralise. C'est pas mal. Je réserve mon jugement pour un examen plus approfondi, pour voir si ça n'a pas... Et il faudrait voir sur combien d'exercices se fait l'amortissement. Il y a des choses. Si je peux me permettre, dans votre réflexion, Monsieur Gallois, il faudra vous poser la question. N'oublions pas à quoi sert le versement de profits, de bénéfices, de dividendes. C'est d'aller chercher des investisseurs et donc de pouvoir se défaire à un moment de la nécessité d'accompagnement d'aide publique. Il ne faut pas que ça soit à double tranchant non plus. Non, le dividende, c'est la rémunération des facteurs de production plus le capital. Pardon, j'ai éteint votre... Excusez-moi. Le dividende, c'est la rémunération d'un des facteurs de production qui est le capital. Les gens qui apportent leur... On est en système, dans le système dans lequel nous vivons, un système capitaliste. Les personnes privées qui apportent de l'argent dans une entreprise en attendent une rémunération, sinon ils n'apportent pas cet argent. Et cette rémunération doit à la fois faire face à l'immobilisation de l'argent dans l'entreprise et à la prise de risque. Qui est liée à l'évolution du cours en particulier. Parce qu'il y a une prise de risque. Bon, voilà. Moi, je suis pas certainement pas un adversaire des dividendes, puisque je viens d'expliquer pourquoi il en fallait. Mais je pense que là aussi, il faut de la modération. Il faut de la modération. Je suis contre les rachats d'actions parce que c'est une opération qui n'a qu'un seul but, c'est de faire monter artificiellement la valeur de l'action. Pas de spéculation, on fait monter le cours de l'action. On diminue l'entreprise rachetant ses propres actions, le nombre d'actions disponibles est plus réduit et la valeur de l'entreprise est la même. Donc ça veut dire que chaque action vaudra plus cher. Et c'est un moyen de faire monter les cours. Et moi j'ai vu aux États-Unis, parce que Airbus avait des concurrents aux États-Unis, j'ai vu aux États-Unis les dévoiements de ces opérations. Des opérations où on voyait des rachats d'actions qui coïncidaient avec le moment où les stock options des dirigeants étaient exécutés. Donc on faisait monter le cours juste avant. Bon, quand on en arrive à des excès comme cela, donc c'est pour cela. Encore une fois, dès lors qu'on veut qu'on veut que les entreprises aient des actionnaires, il faut les rémunérer. Il faut les rémunérer de manière modérée. Et c'est vrai qu'actuellement, dans le partage capital-travail, le capital, sur les 20 dernières années, a pris une part plus importante. Parfaitement exact. Merci, M. Gallois. Pardon. Fini parce que j'ai d'autres questions. Sur le CIR, moi, je ne suis pas mécontent si le CIR attire en France des centres de recherche étrangers. Ça arrive.
Ça arrive que ça soit un élément d'attractivité pour la France. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les chasseurs de primes viennent. S'il y a des chasseurs de primes, c'est que le système fonctionne mal. Donc il faut faire en sorte que ce ne soit pas des chasseurs de primes. Il faut être il faut être vigilant sur le fait qu'il n'y a pas de chasseurs de primes. Madame Verny, je crois. Excusez-moi. Excusez-moi. Cette distance, ah oui, maintenant je le lis. Le CICE était plus compliqué à mettre en œuvre que les allégements de charges, c'est clair. Il avait un petit avantage, c'est comme je me permets de dire que lorsqu'on est passé du CICE aux allégements de charges, les entreprises ont perdu 6 milliards. Donc, ce n'est pas absolument une contrepartie. Alors, c'est la question que posait monsieur le rapporteur aussi sur les entreprises qui quittent le territoire et qui ont reçu des aides, comme les entreprises qui licencient. Je ne pense pas qu'il y ait une règle absolue. Il faut regarder la réalité des choses. Et comme vous vous adressez plutôt, si je bien compris, aux grandes entreprises, c'est un nombre plus limité qui permet peut-être de faire un cas par cas pour voir comment ça se passe. Moi, je ne peux pas... Là, vous avez cité un cas de délocalisation brutale, c'est-à-dire qu'une usine qui se trouve dans l'Aisne, à Hirson ou ailleurs, non, pas Hirson, part en Pologne. Et vous auriez pu ajouter qu'on pique les machines la nuit pour faire passer. Ça arrive, c'est arrivé. Ça arrive. Bon, là, il faut que l'État prenne ses responsabilités dans une affaire comme ça. Il y a des cas beaucoup plus compliqués. Et je m'applique un cas à moi-même. Quand nous avons décidé de construire une usine d'assemblage d'A320 aux États-Unis, ce n'était pas de la délocalisation, mais ces avions, on aurait pu les fabriquer en Europe. On a fait ça parce que pour accéder au marché américain, il fallait que nous ayons une usine aux États-Unis, que nous soyons considérés comme un fabricant américain. Et d'ailleurs, ça a été fructueux. Il faut dire que Boeing nous a beaucoup aidés par les difficultés qu'il a rencontrées. Mais ça s'est révélé très positif. Et ça n'a pas empêché d'ailleurs que les cadences sur les usines de Hambourg et de Toulouse aient cru également. Mais c'est vrai que quand les salariés de Toulouse ont vu qu'on construisait une usine d'assemblage d'A320 à Mobile aux États-Unis, dans l'Alabama, ils se sont dit, mais est-ce que c'est le début? Est-ce qu'il y a une suite après? Est-ce que c'est pas toute la chaîne qui va partir? Et c'est une préoccupation que je trouve tout à fait légitime. Il faut qu'on s'explique dans l'entreprise. Hein. S'il n'y a pas d'explication, si on ne s'explique pas dans l'entreprise, d'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé, mais si on ne s'explique pas dans l'entreprise, ça ne peut pas marcher. Et je pense que quand une entreprise rencontre des difficultés, il faut qu'elle s'en explique. Et il faut aussi, probablement, qu'elle en tire les conséquences sur son comportement vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis des actionnaires. Dans les deux cas, vis-à-vis de tout le monde. Moi, je suis persuadé que pour cela, la présence plus importante de salariés au conseil d'administration serait utile. J'avais proposé dans le rapport que vous avez bien voulu rappeler 4 administrateurs salariés, représentants des salariés plutôt que 2. Je pense qu'on n'est pas mûr en France, la partie syndicale comme la partie patronale, pour que ce soit la parité comme en Allemagne, le même nombre. Mais je pense que avoir 40% d'administrateurs salariés, ou 30 ou 40% d'administrateurs salariés, ça permet d'aborder ce type de sujet que vous abordez au conseil d'administration et donc de le traiter, je dirais,
de manière plus informée pour les différents acteurs et plus en amont par rapport à la décision qui sera prise. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre du fait qu'il y ait des salariés au conseil d'administration des entreprises que j'ai dirigées, au contraire. Merci, Monsieur Gallois. Deux dernières questions. Monsieur Michel Masset et Antoinette Gull. Oui, merci, Président, Monsieur Gallois. Bon, j'ai compris qu'il y aurait la création... Excuse-moi, Michel, je vous demanderai d'être assez concis. Ah, je n'ai pas encore pris la parole. Non, mais je vous le dis d'avance. Enfin, je ne la prends plus, un des deux. Si, mais si. Alors, non, mais attends. C'est peut-être pour ça. Donc... Je vous le dis d'avance à tous les deux. La prochaine audition a lieu dans moins de 10 minutes. Si vous voulez que M. Gallois réponde à vos questions, essayez de le faire de manière concise. Merci. Bien, mais je prends la remarque pour moi. Très bien. Je crois que j'y suis. Oui, on dit tous les deux. Bon. Très bien. Bien, donc j'ai entendu, et je pense que je ne ferai pas plus de 2 minutes comme dans l'hémicycle. Donc, j'ai entendu qu'il y aura une prochaine commission d'enquête, effectivement, notamment sur les conditions, quand vous déclarez qu'effectivement, il ne faut pas ce coup de rabot sur les allègements des charges au-delà de 2,5 fois le SMIC. Tout à l'heure, vous l'exprimez, mais je pense qu'on en redébattra plus longuement. Non, moi, j'ai une question toujours directe et pragmatique. J'aimerais connaître votre avis sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et vous demandez si effectivement pour vous, ça devrait être une des priorités en termes d'aide aujourd'hui vers les collectivités, vers les entreprises. Et le deuxième point, moi j'étais très satisfait, notamment sur un point que vous avez soulevé, parce que lorsque on aide une entreprise par le biais d'une dotation d'État ou une dotation de solidarité à l'entreprise, je proposerai à Monsieur le rapporteur, à Monsieur le Président, qu'on réfléchisse, mais peut-être qu'on conditionne, ou en tout cas qu'on flèche d'autres entreprises d'aide vers les collectivités qui, elles, devront avoir en charge la création de nouveaux services publics, peut-être de nouvelles salles ou autres. Voilà, ça veut dire que lorsqu'on aide une entreprise sur un territoire, on doit avoir aussi une vision particulière pour la collectivité où est située l'entreprise. Voilà, Président, j'espère ne pas avoir été trop long. Bien, je vais donc être concise. Moi, ma question est la suivante. Vous avez évoqué le fait que ce qu'attendent les entreprises, c'est bien plus du service public que des aides publiques du service public pour leurs salariés. Vous le pensez? Or, il se trouve que dans le budget de l'État, bien entendu, il y a concurrence entre les deux. Ou en tout cas, il y a au moins arbitrage nécessaire entre les deux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons des aides publiques qui représentent 25 ou 30% du budget, en fonction du montant qu'on prend, eh bien, elles représentent ces 25 ou 30% du budget au détriment de l'éducation, dont le budget est moindre, au détriment de l'hôpital, dont le budget, de la santé, dont le budget est moindre. Et donc, ma question est la suivante. Pour être certain de pouvoir assurer un service public de qualité, ne faut-il pas commencer par contraindre le montant des aides publiques aux entreprises dans le budget de l'État? C'est ma première question. Ma deuxième question... On se rejoint. Ma deuxième question, c'est sur ma deuxième question est à peu près la même, c'est les aides publiques par baisse de charges sociales. On se rend compte que, bien sûr, elles vont aller impacter le budget de la sécurité sociale et elles vont aller lourdement l'impacter puisque ça correspond globalement au déficit. Et donc, là, c'est pareil. Je me questionne, moi, sur ce qui est à privilégier lorsqu'on parle d'aide publique aux entreprises. Est-ce qu'on ne doit pas les considérer intégralement comme faisant partie, elles font partie bien entendu des dépenses ou des manques de recettes, mais est-ce que ce n'est pas comme ça qu'elles doivent être arbitrées avec un système ou de quotas ou de pourcentage, que ce soit dans un cas, que ce soit des baisses de recettes ou des dépenses directes? Bien. Monsieur Gallois, s'il vous plaît. Vous imaginez que j'ai bien mon avis sur la question. On en discutera avec le rapporteur. Moi aussi. Voilà. Mais je vais essayer d'être. Merci. Je vais essayer d'être rapide sur l'intelligence artificielle.
il n'y a pas le choix. L'intelligence artificielle va pénétrer les entreprises comme le téléphone a pénétré les entreprises, c'est-à-dire ou Internet. Le dialogue des machines, la maintenance prédictive, tout cela maintenant est complètement numérisé. Et les entreprises vont être amenées à maîtriser l'intelligence artificielle. Moi, je vais vous donner l'exemple de la petite start-up où je suis au conseil de surveillance. Ils ont un petit échographe qui fait des images. Ces images vont être traitées maintenant par l'intelligence artificielle en utilisant les bases de données existantes d'images du même type pour améliorer la qualité de l'image qui a été recueillie et pour proposer aux médecins des diagnostics. Parce que on va comparer cette image qu'on vient de faire à des millions d'images du même type. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Il y en a 1000. Les machines vont dialoguer entre elles. C'est-à-dire que vous n'aurez pas... ça va réduire les stocks entre les machines, parce qu'elles pourront se synchroniser totalement, de manière automatique. La maintenance, les opérateurs dans une usine automobile vont avoir sur leur tablette tous les éléments qui leur permettent de faire la maintenance des machines en utilisant l'expérience depuis 10 ans de ce qui s'est fait sur cette machine et sur ce qui s'est fait sur des machines équivalentes, qui va en un clic leur apparaître sur l'écran. Et donc, quand ils constatent quelque chose avec un risque de panne, ce risque de panne va être documenté, j'allais dire. Ils vont savoir exactement parce qu'il y a eu des pannes comparables. Donc, tout cela, je ne suis pas un scientifique, hein. Tout cela, on ne va pas y échapper. Ça fait partie de ce que les entreprises vont être amenées à maîtriser. C'est pour cela que je pense qu'il y a un effort énorme de coaching des dirigeants d'entreprises de taille petite ou moyenne pour ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies. Et deuxièmement, de formation de leur personnel, en formation continue, pour qu'ils puissent en tirer le meilleur et l'utiliser. Moi, je ne pense pas que ça va se traduire par des ravages sur l'emploi. Il y aura certainement des emplois qui vont changer, mais je pense surtout, le plus important, c'est qu'on puisse utiliser ces technologies pour en tirer le meilleur. Bon, entreprises et territoires, je ne voudrais pas... moi, je suis très... On a pas mal travaillé à Fabrique d'Industrie sur ces questions des territoires qui vont bien, pourquoi ils vont bien, etc. Et quelles sont les conditions qui suscitent, qui rendent ces territoires dynamiques. Et une des conditions est évidemment qu'il y ait des services publics. Mais je ne voudrais pas qu'on en tire la conclusion que les entreprises n'aient pas de besoin elles-mêmes. Je dis que c'est très important pour elles qu'elles trouvent ce qu'on appelle dans le langage moderne l'écosystème qui leur permet de se développer. Mais je pense aussi que dans un certain nombre de cas, elles ont besoin qu'on les aide elles-mêmes. Donc je ne suis pas contre les aides aux entreprises. Je suis pour que ça se fasse dans l'ordre. Et lorsque vous dites que les allègements de charges correspondent à peu près au déficit de la sécurité sociale, vous n'avez pas tort, mais ça revient à la discussion que nous avions au début, savoir qui paye. Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les assurés sociaux? Est-ce que c'est l'État? Et si c'est l'État, c'est le contribuable. Donc il faut savoir qui paye. Et moi, je pense que nous n'avons pas en France une discussion réelle sur qui doit payer les choses. Qui doit payer? Ça pose le problème que vous avez évoqué de justice fiscale, c'est clair, mais qui doit payer? Et je pense que ça nous amènera à une réflexion que je ne veux pas engager ici parce qu'elle serait trop longue, mais sur ce sujet. En tout cas, moi, il y a une chose qui est claire, c'est que
dans une société comme la nôtre, il faut créer, il faut produire avant de distribuer. Donc il faut faire les deux, produire et distribuer. Il faut produire. Et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à la production. C'est pour ça que je parle de politique de l'offre. Pour moi, la politique de l'offre, c'est pas de faire des cadeaux aux entreprises. C'est de leur apporter des salariés compétents, donc formés. C'est de faire en sorte que l'éducation nationale fonctionne, etc. La compétitivité, elle ne se réduit pas aux questions financières de l'entreprise. C'est quelque chose de beaucoup plus général. Mais il faut quand même qu'on s'interroge constamment, lorsqu'on parle de redistribution, qu'on s'interroge constamment sur comment on produit. Ça me paraît essentiel. Merci, Monsieur Gallois. Le principe de plafonner les aides peut aller aussi avec le fait de plafonner les charges, comme le fait l'Allemagne sur certains salaires. Mais ça demande d'autres réflexions. Merci en tout cas sincèrement, Monsieur Gallois, pour votre disponibilité, la sincérité, les apports que vous avez pu faire qui seront certainement très utiles à la réflexion et à la réalisation de ce rapport. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de